Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 124. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'une des choses les plus difficiles et les plus importantes quand il s'agit de communication, c'est de travailler sa copie. J'entends souvent des gens dire: «Non mais moi, je sais pas écrire» ou «Si t'as pas une agence de communication derrière toi, impossible de développer ta marque» ou alors: «J'aimerais bien développer ma marque personnelle sur LinkedIn, mais je sais pas comment m'exprimer». Bref, écrire, c'est pas si simple. Sauf que c'est comme tout, ça s'apprend. Ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, oui, bien sûr, mais il y a des trucs à savoir pour progresser plus vite. Il y a des raccourcis, des techniques qui vont vous faire gagner un temps de dingue. Alors ces astuces, je les ai pas sorties de mon chapeau. Je suis allée les demander à la queen de la copie, j'ai nommé Nina Ramen. Si vous ne connaissez pas Nina, foncez sur son compte LinkedIn. Elle y partage des tonnes de conseils sur le copywriting et elle s'est fait une mission de rendre les femmes visibles sur le net. Vous vous en doutez, je ne peux que la soutenir. Nina est aussi une habituée du podcast du marketing puisqu'elle m'avait fait le plaisir de partager avec nous ses conseils pour écrire une newsletter du tonnerre. J'ai eu plein de retours sur cet épisode, donc je sais à quel point ces conseils vous sont précieux. Je vous propose d'accueillir tout de suite Nina Ramen. Salut Nina, bienvenue encore sur le podcast du marketing. Salut Estelle, merci encore de me recevoir. Je suis très, très, très contente d'être là. Écoute, franchement, plaisir partagé, ça me fait super plaisir. J'ai adoré discuter avec toi, c'était il y a quelques mois déjà quand on a fait notre premier podcast ensemble sur les newsletters. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit que ça avait été une révélation sur leur façon d'écrire leur newsletter, tu vois. Donc franchement, topissime, merci encore. Et du coup, j'avais envie qu'on rediscute un peu parce que tout ce qui est sujet autour du copywriting, enfin, il y a de quoi faire pour le coup. Et moi, il y avait un élément que je trouvais important, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour être véritablement impactante quand on écrit, tu vois, pour que vraiment le message aille droit au but et qu'il serve à quelque chose. Du coup, j'avais envie qu'on discute de ça, puis que tu nous expliques un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour pour être vraiment là, quoi, quand on écrit. Ouais, super, super clair. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est, des astuces, là, qui vont être hyper actionnables. Donc, il faut savoir que le copywriting, c'est quoi? C'est l'écriture de vente. C'est comment tu amènes quelqu'un à, acheter ton produit in fine. Mais il y a beaucoup d'étapes avant ça. Il y a l'étape de recherche où tu vas essayer de comprendre ton persona. Après, tu vas aller potentiellement sur les réseaux sociaux pour capter des gens, sur une newsletter et à la Et fin, ouais. il va arriver sur ta page de vente. Et ça demande une très, très bonne compréhension, de ta cible. Donc ça, c'est vraiment le travail à faire en amont, c'est les 80% du travail, c'est vraiment rentrer dans la tête des gens. Je vais partir du principe que ça, c'est fait, que tu connais Ouais, bien ton alors persona, que tu as ton entonnoir, que c'est bon, que tu sais faire des super newsletters parce que tu as déjà écouté l'épisode précédent. Et on va partir du principe là qu'on a tout ça, on a tous les éléments et on n'a plus qu'à passer à la dernière étape, les 100 derniers mètres, c'est-à-dire se mettre à écrire. top. Et donc là, je voulais, quelque chose d'assez actionnable, donc je t'en ai préparé 10, qu'on va Génial. voir ensemble. Je les ai divisés en 3 catégories. La première, les premiers tips, ça va être, sur comment se faire comprendre, c'est-à-dire comment être plus simple et être plus clair dans ce qu'on dit. Parce que souvent les gens, en fait, sont trop compliqués et c'est ça qui fait que le message est difficile à comprendre. La deuxième partie, ça va être comment trouver des idées. Moi, je connais beaucoup de gens qui publient sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, tu vois? Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, j'ai 42 personnes sur LinkedIn. Donc voilà, c'est comment trouver des idées. Les gens viennent me voir, me dire: «Ah, j'ai la page blanche» et cetera. Donc comment faire? Et la dernière partie, ça va être comment vendre, plutôt comment marquer, l'esprit de ses clients et de ses prospects, faire en sorte que les gens nous retiennent. Donc 3 parties, se faire comprendre, trouver des idées et la partie vente. Topissime. Écoute, ça me va très, très bien. Moi, j'adore l'idée, effectivement, ce que tu disais, en intro. Tu me fais trop plaisir quand tu dis ça. Le 80 du taf, c'est déjà de comprendre qui est notre audience, qui on a en face de nous, et cetera. C'est un peu ma marotte, tu sais? Moi, c'est ce que je redis, quasi à tous les épisodes, c'est persona, persona, persona. Prends le temps de comprendre,
à qui tu parles. Tant que tu sais pas faire ça, t'auras beau avoir les meilleurs conseils de Nina de la Terre, tant que tu sais pas à qui tu parles, ça marchera pas. Donc j'adhère, mais alors 200 fois avec ce que tu dis. Mais effectivement, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a bien fait le boulot, et ben comment est-ce qu'on fait pour être super. Enfin, j'adore cette première partie de simplicité et de clarté. Tu sais que moi, c'est vraiment un des trucs sur le podcast du marketing, c'est de dire arrêtons 2 minutes de nous casser la tête. C'est la simplicité qui marche, qui fonctionne, qui fait que les gens vont nous suivre. Et là, c'est ce que tu dis en fait, c'est que il faut essayer de simplifier les choses, d'être le plus clair possible. Mais alors bon, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait là pour être simple? Ouais, alors clairement, être simple, c'est important. Entre ce que tu penses, ce que tu écris, ce que la personne lit et ce qu'elle, elle va retenir, il y a un long chemin. Donc, être clair, c'est hyper important pour être impactant. Donc, première chose à retenir sur ces tips d'écriture, c'est de lire à haute voix ton texte. C'est quelque chose qui paraît simple, bête, mais c'est très très efficace. Et tu verras que si ton texte est écrit en langue de bois, si ton texte est écrit de manière un peu robotique, tu vas te sentir ridicule en le lisant. Tu vois, je prends un exemple, les annonces d'emploi, tu les lis à haute voix, c'est ridicule. À la recherche de, vous serez en charge de rattacher à la ressource, machin. Personne ne parle comme ça, en fait, dans la vraie vie. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est la même chose quand on écrit sur les réseaux sociaux, quand on écrit par email ou quand on écrit dans des pages de vente, c'est d'arrêter de parler aux gens comme si on était un robot. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ce qu'on a appris à l'école, hein. On a appris à bien écrire avec des nœuds pas, avec des jolies tournures de phrases et du vocabulaire soutenu. Sauf que dans la vraie vie, on parle pas, enfin, on parle normalement, on parle avec un vocabulaire plus ou moins soutenu selon qui on est. Donc, faut aussi, j'imagine, pas se trahir et pas mettre des wesh pour mettre des wesh, hein, c'est pas la question. Mais effectivement, faut peut-être être un peu naturel. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça intéressant, c'est que Google, qui est quand même le grand Manitou sur Internet, va chercher de plus en plus du conversationnel. Et le conversationnel, c'est exactement ça, c'est ce que tu dis, c'est parler comme dans la vraie vie, en fait. Ouais, clairement, quand tu parles de Google, ça me fait penser aux requêtes que les gens vont taper sur Google et ils vont pas taper ils vont pas taper. Souvent, ils vont taper que j'arrive pas à dormir. Ouais. Ils vont aller au plus simple en fait. Ils vont se poser la question. Ils vont parler à Google. Ils vont poser la question à Google comme eux se la posent. Et Google en fait, effectivement, fait tout ce travail-là pour les ramener aux bons articles. C'est rare que les personnes mettent les 3 principales causes d'insomnie. Ouais, c'est sûr. Voilà, il faut voir aussi que les gens aussi accèdent à Internet et à ce qu'on écrit de la même manière qu'ils le font dans la vraie vie. Donc, première astuce, déclame ton texte. Si tu as l'air ridicule, ou si tu as une voix, si tu as la voix de Rambo, ou si tu as une voix de, c'est la voix de Rambo, ou si tu as une voix de robotique dans ta tête, c'est que c'est une mauvaise nouvelle et va falloir travailler justement cette partie simplicité. Donc ça, c'est Tiens, je te rajoute un petit truc moi là-dessus, parce que c'est exactement comme ça que je fais, tu vois, quand je travaille mes podcasts. C'est que au moment où tu écris, tu peux déjà te le dire en amont et te dire je veux écrire comme si je parlais. Et en fait, dès lors que tu te dis ça, tu rajoutes. Moi, j'écris, tu vois, quand je fais par exemple mes introductions, je les écris. Et bien dans mes introductions, voilà, tu vois, à l'instant, je viens de dire eh ben dans mes introductions. Mais quand j'écris eh ben, donc E-T plus loin B-E-N, mais tu l'écris. Et dès lors que consciemment tu le fais, eh ben, t'es obligé d'écrire de façon naturelle. Tu peux pas faire un eh ben et puis derrière sortir avec des circonvolutions insupportables et ultra littéraires. Donc, ça marche clairement. pas. Autre astuce aussi, c'est l'utilisation de la fonction dictée sur le téléphone. C'est une fonction qui marchait pas très bien avant et qui marche de mieux en mieux. Votre téléphone comprend de mieux en mieux ce que vous dites. C'est une bonne nouvelle ou pas, on ne sait pas. On sait pas, Mais ouais. en tout cas, pour nous, on va pouvoir s'en servir. Tu vas dans une note et tu actives la fonction dictée. Et moi, ça me permet parfois d'écrire des publications, des posts LinkedIn. Euh, très rapidement. Alors évidemment qu'après il faut le retravailler, mais le fait de le dire, parfois c'est beaucoup plus simple que de l'écrire. Donc je sais pour les gens qui dès qu'ils arrivent devant une feuille sont un peu tétanisés, là juste tu prends ton truc, tu fais ta dictée et puis t'arrêtes et puis après c'est pas grave, il y a des erreurs et tout, mais tu les corriges. Ça marche aussi avec Word. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. T'as une fonction dictée sur Word et je crois que sur Google Sheet ou Google, je sais pas comment il s'appelle, Google Doc, t'as la même chose aussi. Exactement. Donc voilà, c'était cette première astuce. Si tu as l'air ridicule en lisant ton texte, c'est mauvais. Donc déclamer son texte pour savoir si justement il est simple, il est clair. Ok. Deuxième Deuxième, vas-y. deuxième astuce, Ouais.
ton message doit être compris par un enfant de CP. Ah, bah écoute, ça me va. Moi, j'en ai une bon, elle est plus trop en CP, mais ça fait pas si longtemps que ça, donc je vois bien. Non, faut qu'il soit compris par un enfant. Alors ça, c'est pourquoi? Parce que encore une fois, plus tu as tendance à surestimer. On a tendance à surestimer le niveau des personnes à qui on s'adresse. Et donc, l'idée, c'est de se dire que je vais simplifier, encore une fois, mon message. Tu as un vrai problème, enfin, tu as un vrai inconvénient à utiliser un vocabulaire trop compliqué parce que les gens vont décrocher très rapidement. Alors que si tu utilises un vocabulaire simple, il peut pas t'arriver grand chose. Simple, ça veut pas dire simpliste, ça veut pas dire prendre les gens pour des cons, mais ça veut dire, ok, en fait, je vais faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Et en termes de marketing, bah, c'est intéressant parce que tu n'exclus pas les gens, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, je vais m'adresser à plus de gens possible pour rendre un message le plus accessible. Et C'est intéressant, pardon, je te coupe, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des mots compliqués parce qu'ils pensent que s'ils n'utilisent pas des mots un petit peu complexes, on va penser qu'ils sont pas très intelligents. C'est totalement faux. Enfin, faut quand même à un moment donné le dire aux gens. C'est pas parce qu'on utilise des mots compliqués qu'on a l'air intelligent. La plupart du temps, d'ailleurs, ça se sent et ça fait faux et on a l'air plutôt plus un peu bébête qu'autre chose. Mais en tout cas, comme tu le dis, potentiellement, ça va exclure une partie de l'audience. Donc, clairement, simplification, c'est parfois plus difficile d'ailleurs de simplifier que de rendre les choses compliquées. Hein, donc, ah bah, la vulgarisation, c'est très compliqué. C'est un exercice qui est de l'enseignement. Moi, j'enseigne, donc enfin forcément, c'est ce que je fais au quotidien. Mais oui, c'est assez dur de faire simple finalement. En fait, c'est ça le sujet. Donc l'utilisation de jargon, typiquement, faut mieux éviter le jargon. Je vois beaucoup de gens, par exemple, parler de personal branding, donc ça va être aussi des mots en anglais. Bah, c'est plus intéressant de parler de marque personnelle. Ok, c'est bête. Oui, il y a plein de gens qui vont faire la traduction dans leur tête et qui vont comprendre. Mais le temps que ton cerveau, il voit le mot et qu'il le traduise en français, t'as perdu du temps. Et même si les gens vont comprendre, t'as perdu du temps. Le cerveau a fait l'effort de faire la traduction. Et toi, tu veux permettre aux gens d'économiser leur cerveau. Il faut que les gens utilisent le moins, entre guillemets, leur cerveau possible parce que c'est tout ça d'opportunités pour qu'ils partent. Dès que la personne, elle va pas comprendre un mot ou elle va devoir faire un effort pour comprendre, elle va plus facilement partir. Et il y a 1 milliard de distractions sur Terre et sur Internet, a fortiori, pour que la personne, elle parte. Donc toi, tu as plutôt intérêt à l'aider à faire ce cheminement avec toi. Donc ça, c'était vraiment la deuxième astuce, c'est ton message doit être compris par un enfant de CP, utilise des mots simples, pas de jargon, pas d'anglicisme. Et je voulais donner un exemple aussi, qui est, donc il y a des études marketing qui ont été faites sur les discours de Donald Trump et d'Hillary Clinton. Et effectivement, le discours de Donald Trump est compréhensible par un enfant de CP. oui. Et d'ailleurs, le mec a tout compris. Il a son truc, c'est build a wall. Build a wall, donc construire un mur, c'est compréhensible par un enfant de CP. On lui dit, bah ouais, on va construire un mur. Et là, ok, ça fait les connexions. Donc ça, c'est un exemple en termes de marketing, de se dire, ok, on va simplifier le message pour le rendre aussi plus compréhensible et surtout qu'on va beaucoup plus facilement le retenir. Ouais. Parce que c'est ça qu'on veut. On va rentrer dans la tête des gens, on veut que les gens nous retiennent. On veut que les gens, quand ils pensent à un produit, imaginons que j'ai une marque de CBD, bah, on veut que la personne, quand elle pense à une marque de CBD, elle pense à Nina. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que Nina, bah, elle t'a bien expliqué ce que c'était, etc. Et que t'as très bien compris de manière simple. Ouais, c'est pas que de l'explication, c'est de retenir aussi. C'est important d'avoir ce point-là en tête. Il y a le fait de comprendre, ça c'est un premier point, puis il y a le fait de retenir. Effectivement, on retient plus facilement quelque chose de simple, quelque chose de clair, que quelque chose qui a été alambiqué, qui a mis 15 plombes avant de Et parce que tu vas pouvoir le réexpliquer facilement. Ça permet aussi de diffuser. Ça permet de comprendre, effectivement. Ça permet de retenir et ça permet de diffuser. Pas mal. Autour de toi. Tu vas aller voir les gens. Ah ouais, bah Nina, oui, c'est vrai. Build the wall, tout ça. CBD. CBD. C'est l'inverse même. Je suis plutôt pour détruire les murs. Alors, prochaine astuce, pareil, dans la même idée, c'est les phrases, faites des phrases simples, sujet, verbe, complément. Moi, c'était ma prof de français qui me disait ça. Je pense que peut-être que les gens qui nous écoutent ont aussi eu ça. Sujet, verbe, complément, une majuscule, un point. Voilà, c'est ce qu'il faut. Si je te dis... j'ai bien compris qu'il fallait prendre au sérieux l'écriture de vente parce que l'écriture de vente, c'est quelque chose qui est utilisé en marketing. Non, il faut prendre l'écriture de vente au sérieux, point. C'est une discipline du marketing, point. Elle va vous permettre de générer du chiffre d'affaires, point. Ok. En fait, ça permet d'avoir sujet, verbe, complément. Pareil, on reste simple, efficace, facile.
d'utilisation, mais encore une fois, très peu utilisé. Il y a beaucoup de gens qui font des phrases à la rallonge. Notamment, et dernière chose que je dirais là-dessus, c'est l'utilisation des que et des qui. Si à la place d'un que ou d'un qui, tu peux mettre un point et repartir et faire une nouvelle phrase, c'est mieux. Les que et les qui, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des phrases des subordonnées. Et alors là, je vais dans la grammaire un peu technique, mais en gros, tu as une phrase principale et tu as une phrase subordonnée. Si tu peux faire une phrase principale, un point, et une autre phrase principale, c'est mieux que d'accoler des phrases entre elles et de faire du collage. Et après, au final, tu as perdu la personne qui est encore en train de se poser la question de ce qui s'est passé au début. Et je rajouterais même, tu vois, que ça va dans l'exemple que tu donnais avec couper les phrases en 3, ça permet de donner un petit peu d'espace, de donner de la respiration. Et tu peux le faire aussi, ça, d'un point de vue complètement graphique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn d'ailleurs, faut pas hésiter à aérer. Nous, on nous a appris, encore une fois, à l'école, qu'il fallait faire des gros paragraphes, hein, l'introduction, puis après paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. C'est juste imbuvable. Et le problème, et tu le dis très bien, hein, c'est que les gens, ils ont 15 000 autres raisons d'aller faire autre chose que de lire ce que tu es en train d'écrire, enfin, ce que tu as écrit. Donc nécessairement, si tu vas les aider, si tu vas aider leur cerveau, parce que nos cerveaux, eh ben, ce sont des petits flemmards, et que si c'est compliqué, ils ont envie de partir, ben, tu peux les aider aussi en espaçant dans ta grammaire, dans la façon, dans la syntaxe, la façon dont tu vas construire tes phrases, et dans les espaces que tu vas mettre entre les phrases. Donc, faut pas hésiter. Je sais que ça fait peur souvent de se dire, oh là là, je vais mettre un espace, je vais aller à la ligne. Eh ben, c'est pas très grave d'aller à la ligne, même si c'est entre chaque phrase. C'est pas grave, au contraire, ça va aider les gens. Oui, et tu l'as très bien dit d'ailleurs, on nous a appris à écrire comme ça parce qu'on a étudié beaucoup de littérature. Et la littérature, c'est de l'art. Nous, c'est pas de l'art ce qu'on fait, c'est de la vente. Ouais. Voilà. Donc nous, on a vraiment cet objectif qui est différent. Et d'ailleurs, ça veut pas dire que les auteurs qui écrivent avec des super phrases et des mots compliqués, qui font des allitérations et qui font des figures de style, ça veut pas dire qu'ils écrivent mal. Ça veut juste dire qu'ils ont pas le même objectif que nous. Eux, ils ont un objectif de beauté, de contemplation, de tout ce que l'art peut être. On va pas piloter là-dessus, mais voilà. Et alors que nous, on a un seul objectif, c'est vendre. Au sens large du terme, au sens où marquer les gens, c'est aussi de la vente. Absolument. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se permet de faire autant de raccourcis et autant de simplifications. C'est parce qu'on a un objectif qui est différent. Top. Trois dernières choses sur ce sujet. D'ailleurs, ce dont je suis en train de parler, c'est assez applicable aux réseaux sociaux, et je vais notamment parler de LinkedIn parce que moi je suis très présente sur LinkedIn, mais ça marche aussi sur Instagram, ça marche aussi sur Twitter. C'est une publication égale une idée. En général, toutes les publications que vous écrivez, notamment sur LinkedIn, vous êtes limité en termes de caractères, de nombre de mots, de nombre de caractères que vous pouvez faire. Et la plupart du temps, les gens, ils essayent de trop en mettre. Et donc, ça crée de la dispersion. Encore une fois, on surestime la capacité de l'autre à nous comprendre. Donc, une idée, elle a besoin d'être posée, elle a besoin d'être développée, elle a besoin d'être appuyée, elle a besoin d'être argumentée. Et ça prend du temps. Donc, au lieu de faire 3 posts, faites-en qu'un. Au lieu de faire un post avec 3 idées, faites-en 3 posts au contraire. Et ça, c'est valable partout. Essayez d'arriver à ce qu'on appelle la plus petite idée possible, l'idée atomique. Vraiment, essayez de réduire vos idées. Par exemple, les 3 outils pour publier sur LinkedIn, je dis n'importe quoi. Ok, bah faites 3 posts, un post par outil, et c'est très bien. Pareil, là, avec toutes les idées que j'ai données, tous les tips, bah, je pourrais faire 10 posts LinkedIn, tout comme je pourrais en faire un avec les 10 astuces, mais voilà, si j'en prends, j'ai de la matière pour creuser, pour faire 10 posts différents, pour que les gens à chaque fois aient bien le temps d'intégrer ce qu'on dit. Ce qui va pas mal nous aider pour notre planning de publication. Si on ne sait pas quoi mettre dans nos prochains posts, ben, ce que tu dis là est super intéressant. Sur cet épisode-là dont on parle, on va avoir 10 astuces. Ben, en fait, on peut faire 10 posts. Donc, tu es déjà tranquille pour une semaine et demie si tu as envie de poster tous les jours, ce qui est assez énorme de poster tous les jours. Donc, assez Ouais, top. clairement. Autre astuce, enlève 10% à chaque lecture. Donc, enlève 10% à chaque lecture. Pourquoi à chaque relecture, pardon. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il faut faire des textes longs ou des textes courts? Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de long ou de court, il y a est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant? Harry Potter, c'est le livre le plus lu au monde. Il y a 6 tomes et pourtant, il est voilà, et on va jusqu'au bout. Donc, c'est pas parce que c'est long que c'est chiant. Au contraire, il faut aussi voir à quel point c'est intéressant. Pareil, il y a des trucs courts où en fait, on n'a pas le temps de faire passer une idée. Donc ça, c'est pas le sujet. Par contre, moi, ce que je veux que vous soyez, c'est concis.
concis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de dire il ferma brutalement la porte, il claqua la porte. Voilà. Ok, plus d'impact. On arrive, on raccourcit, on augmente en fait l'intensité de ce qu'on va dire. Et ça, faudrait le faire sur tout le texte. Pareil, si on peut enlever des phrases, on enlève des phrases, un maximum de mots. On enlève 10% à chaque lecture et vous allez voir, en fait, il y a beaucoup plus de mots superflus que ce que vous pensez. Si vous commencez votre lecture en ayant ça en tête, vous allez vous dire, ah, mais en fait, cette phrase, est-ce qu'elle est si utile que ça? Ah, en fait, ce mot, est-ce qu'il est si utile que ça? Et là, vous allez élaguer jusqu'à trouver quelque chose de concis, c'est-à-dire avec beaucoup de valeur en très peu de mots. Et c'est à ça qu'on veut arriver. Ouais, tu vois, moi, quand je relis, alors j'avais pas pensé à ce truc de 10%, mais je trouve ça vachement intéressant. Moi, je relis en me disant, à chacune de mes phrases, mais effectivement, t'as raison, on peut l'appliquer à chacun des mots, à chacune de mes phrases, est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Est-ce qu'elle apporte réellement quelque chose? Si c'est pas le cas, ou si je suis pas sûre que ça soit le cas, elle saute. Parce que, une raison toute bête, c'est que si moi, je suis pas sûre qu'elle est intéressante, bah, déjà, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'elle le soit pas complètement. Et si quelqu'un lit et qu'au sein de la lecture, il y a quelque chose qui est pas intéressant, bah, c'est encore une fois ce que tu disais tout à l'heure, une raison pour sortir, aller faire autre chose. Donc, une fois qu'elle est sortie, bah, de ton site internet, de ta page, de ce que, peu importe, bah, il y a de bonnes chances qu'elle revienne jamais. Donc, si on n'est pas sûr que ce soit intéressant, out. Exactement, ouais. Il faut que chaque mot, chaque phrase, en fait, apporte de la valeur. Et c'est en enlevant. Et d'ailleurs, c'est un peu comme l'écriture, c'est un peu comme de la sculpture. En fait, tu vas prendre un gros bloc au début, et après, tu vas sculpter, tu vas aller dans le détail. Et quand on sculpte, on fait quoi? On enlève de la matière. Et ben, ça ressemble plus à ça. Vraiment, l'écriture, ça ressemble vraiment à mettre beaucoup de choses au début et après à élaguer au fur et à mesure des lectures. Il y a beaucoup d'auteurs qui disent que ce qui compte plus que l'écriture, c'est la réécriture. Mhm. Super tips d'ailleurs de technique d'écriture. Là, ce que tu nous dis, c'est que en gros, premier jet, t'écris plein de trucs, peut-être tout ce qui te passe par la tête, ou en tout cas, voilà. Et après, l'idée, c'est d'aller réduire tout ça. Ouais, vraiment, tu récupères ta matière première, ta terre, en fait, tu la poses et voilà, au début, elle a pas de forme, puis après, tu la sculptes et plus ça avance et plus tu vas en détail. Mais si tu essayes tout de suite de faire le penseur de Rodin, ah bah ouais, c'est sûr qu'en fait, du coup, déjà, que ça va te mettre la pression. Et en plus de ça, bah, c'est sûr que tu n'y arriveras pas parce que tu commences par la fin. Donc, si tu es déjà en train de te poser la question, OK, comment est-ce que je vais dans les détails, même corriger les fautes d'orthographe, etc., alors même que tu n'es même pas sûr du sens de ce que tu écris, ben, tu as déjà perdu. C'est sûr. Dernière astuce qui va dans cette partie-là, qui va être plutôt simplicité et clarté, c'est résume ta pensée en une phrase au début ou à la fin. Pareil, l'idée c'est d'être hyper clair, hyper impactant. Si tu prends un post LinkedIn par exemple et que tu essaies de le résumer en une phrase, bah, tu vas voir que tout de suite ton idée, elle va être beaucoup plus clivante, elle va être beaucoup plus polarisante. Par exemple, si je parle des études supérieures et je parle de, je sais pas, des écoles de commerce. Imaginons que je parle des écoles de commerce et puis que je dise que les écoles de commerce, finalement, ça forme pas vraiment. Non. Bon. Si je veux résumer en une phrase ce post, je pourrais dire les écoles de commerce ne forment pas à la vente. Et là, je détaille le post et ça, c'est mon idée principale. Et c'est autour de cette idée principale que je vais articuler mon post. Et donc, c'est quoi en fait cette astuce? C'est quel est ton phare? Quel est ton phare? Quelle est ton idée principale? Qu'est-ce que tu veux faire passer? Et le fait de t'obliger à écrire une seule et unique phrase qui résume ta pensée, bah, cette phrase, elle sera forcément impactante, elle sera forcément forte. La phrase, ça peut pas être faut-il faire une école de commerce? Ça marche pas. C'est pas une interrogative. C'est une affirmative. Et forcément, ça va t'obliger aussi à prendre des positions et à clarifier ton message. Ce que beaucoup de gens ont du mal à faire parce qu'ils vont dire, ah oui, peut-être que non. Ils ont 10 000 lignes pour le faire. Là, c'est OK. En fait, quel est le message que je veux que les gens retiennent? Et ça va dans la clarté, ça va dans la simplicité. Pourquoi? Parce que toi, en tant que marketeuse, tu te dis, OK, je veux que les gens, en partant de là, ils aient retenu une idée. Alors après, ils sont d'accord, pas d'accord, on s'en fiche, mais qu'ils aient compris cette idée-là. Ce qui est vachement intéressant dans ce système-là, c'est que, évidemment, tu vas à l'essentialisation, donc c'est déjà un exercice qui est pas simple, hein, mais tu vas à l'essentialisation, ce que moi je trouve chouette. Mais c'est un autre avantage, c'est que finalement, tu viens poser quelque chose avant même de lui avoir donné l'explication. Et ça, pour le cerveau, c'est un truc qui vient stopper l'histoire parce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, on se prend quelque chose sans qu'on nous ait prévenu. Et ça vient arrêter. C'est très intéressant, notamment sur les réseaux sociaux, parce que le principe des réseaux sociaux, hein, on le sait, les gens, ils sont en train de faire passer leur fil d'actualité. Il faut qu'ils aient une raison de s'arrêter.
on lit souvent juste la première phrase. Si ta première phrase, c'est un truc qui te choque pour une raison, positive, négative, d'intérêt, de pas d'intérêt ou peu importe, hein, mais si ça t'arrête, t'es arrêté, tu vas potentiellement lire la suite. Le fait d'aller sur de l'essentialisation sans avoir donné de contexte, sans avoir expliqué pourquoi, sans avoir donné d'argument, nécessairement, ça t'accroche. Ouais, clairement, c'est ce qu'on appelle un peu le stop scroller, pour pas utiliser de mots Exactement. d'anglicisme, pour vraiment appliquer les conseils qu'on donne. Donc on arrive à la fin de cette première partie qui est vraiment la simplicité et la clarté. Et je voulais parler d'un deuxième sujet, petit tips aussi, sur comment trouver des idées. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent: «Je trouve pas d'idées», donc là, ça va être beaucoup pour la publication sur les réseaux sociaux. Ça va être aussi, beaucoup sur la publication sur des blogs, des articles, ça peut être des sujets de podcast, bref. C'est ce que j'allais te dire, des épisodes de podcast. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a 2. Le premier, ça va être, écrit, même si tu trouves ça nul. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette idée de sculpteur qui va prendre sa matière première et qui va ensuite, lui donner forme. En fait, il y a de grandes chances pour ce que tu écris soit nul, c'est vrai, et 90% de chances pour que quand tu écris, ce soit nul, mais c'est pas grave. En fait, ce qui se passe, c'est que l'inspiration vient en écrivant et pas le contraire. Contrairement à ce qu'on pense, les gens attendent l'inspiration pour écrire, alors que c'est l'inverse. C'est quand tu écris que tu as de l'inspiration. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, moi, ce serait un problème parce que je pourrais pas faire mon métier. J'écris tous les jours. C'est pas tous les jours que il faudrait quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut que j'attende que l'inspiration arrive? Non. En fait, l'inspiration, c'est un muscle. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas certaines personnes sont créatives et d'autres sont pas créatives. Certaines personnes ont des idées et d'autres n'en ont pas. Ça, c'est un mythe. C'est comme dire que certaines personnes sont bonnes en maths. Non, ça n'existe pas. En fait, c'est juste qu'on nous a conditionnés à l'être ou à pas l'être et à penser ou à pas le penser. Et à nous aussi de pouvoir en sortir. Et donc, pour sortir de ce truc-là, j'ai pas d'idée, il faut d'abord commencer à faire. L'action est le remède. L'action permet d'avoir des idées. Donc ça, c'est facile. Tu vas me dire, Nina, oui, c'est facile. Oui, c'est facile. Mais vraiment, c'est pose-toi sur une chaise et prends 5 minutes et mets-toi un timer de 5 minutes en te disant, voilà, je me pose pendant 5 minutes, j'essaie d'écrire un post. Je ne fais rien d'autre qu'écrire ce post. Je suis pas là en train de penser, est-ce que ce que je dis, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce qu'on a beaucoup d'auto-jugement, en fait, aussi. Donc c'est vraiment mets-toi, pose-toi, 5 minutes, commence à écrire et tu verras qu'en fait, si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, tu auras des idées, c'est sûr et certain. Et ça vaut pour à peu près tout type de création, en fait, hein. Le fait de se mettre au travail, de se mettre dans l'action, de créer ou pas, enfin, en tout cas, de penser d'être dans l'action, nécessairement, ça va t'apporter d'autres idées qui vont venir nourrir les autres idées. Donc, c'est une espèce de chose itérative qui va fonctionner, si tu écris, si tu fais de la peinture, si tu fais, je sais pas, voilà, peu importe quelle soit l'activité créative, plus tu vas en faire, plus ça va te donner de la matière pour faire, derrière. Donc, allez-y. Mais tu dis, ça a l'air facile comme ça. Oui, d'un côté, c'est facile. De l'autre côté, ça demande de la discipline. On va pas se voiler la face. C'est qu'il faut s'asseoir sur sa chaise, prendre son crayon ou son clavier d'ordi et puis bosser un petit peu quand même. Le plus dur, c'est de s'asseoir sur sa chaise, vraiment. Ça dépend des gens, ça. Ouais, c'est vraiment le plus dur, c'est le chemin entre le canapé et la chaise. C'est ça, en fait, le plus compliqué à faire. Une fois que tu y es, bon, voilà, tu te poses et tu te dis, voilà, même se mettre un timer, parfois, ça peut aider. Et juste pour les coulisses, pour arrêter d'entretenir ce mythe des gens qui écrivent et des gens qui ont de l'inspiration, moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir rien à écrire. Ce matin, je devais écrire une page de vente, c'était horrible. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix parce que c'est mon métier et du coup, il y a des gens qui me payent pour ça. Donc, je suis obligée de délivrer quelque chose. Là, en l'occurrence, c'était pour faire ma formation. Enfin, pour donner un exemple de ma formation, il fallait que je crée l'exemple. Et donc, je me suis dit, ok, en fait, je vais me poser et je vais me mettre à écrire. Et finalement, il y a quelque chose qui est sorti. Mais si tu m'avais dit ça 5 minutes avant, je pense que je t'aurais dit, en fait, là, j'ai trop la flemme. Donc, voilà. Donc, en fait, on peut faire ça tous les jours et avoir encore ce truc-là de l'inspiration. C'est pas des gens qui sont faits pour, et des gens qui sont pas faits pour, c'est juste à quel point toi, tu vas mettre de l'énergie pour le déployer. Dernière astuce aussi pour trouver de l'inspiration, c'est enseigne et apprends ce que tu enseigne ce que tu apprends. C'est-à-dire que tu te balades dans la vie, probablement que tu lis des livres qui t'intéressent, probablement que tu écoutes des podcasts comme celui-là, par exemple. Et là, c'est une bonne raison, tu vois, de faire un post. Typiquement, sur ce podcast-là, tu peux te poser sur LinkedIn et te dire, voilà, j'ai écouté le podcast de Nina avec Estelle, voilà les 10 tips d'écriture que je retiens. Et là, simplement, tu retransmets ce que tu as appris et c'est une manière, surtout pour les gens qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur, de se dire, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas légitime? En fait, non, il n'y a pas de sujet de légitimité, c'est
Juste, tu enseignes ce que tu apprends. Voilà, j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai fait ça, voilà, hop. Et donc là, ça te permet aussi, toi, de rentrer dans une dynamique jusqu'à ce qu'un jour, tu prennes la parole en ton nom et tu dises, voilà, moi, ce que je pense, voilà qui je suis, et voilà ce qu'il faut faire selon moi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est, parle de ce que tu apprends, ça peut être, ce que tu as appris de quelqu'un, ça peut être ce que tu as appris de la vie. C'est-à-dire que moi, très sincèrement, je pense un bon 80 des épisodes du podcast du marketing, c'est des questions que je me suis posées dans la semaine. Je me suis dit: «Tiens, comment je vais faire ça?» Et ben, tu te poses 2 minutes, tu fais des recherches parfois et cetera, mais en tout cas, tu arrives à une certaine conclusion. Qui est parfaite, qui l'est pas, à la rigueur, on s'en fiche, c'est ta conclusion à toi et tu as toute légitimité pour le transmettre. Donc Ouais, allons-y. ouais, vraiment, c'est ça. Donc un peu arrêter avec ce syndrome de l'imposteur, c'est une des manières aussi de faire. Et on arrive donc à la dernière partie qui est, que moi j'ai appelé, marketing et j'ai appelé ça: «Parle à des gens et pas à toi-même», entre parenthèses, Les vendre. gens et pas toi. J'adore. Il faut toujours garder en tête quand tu écris, quand, vous écrivez, qu'il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui vous lisent. Moi, je vois beaucoup de gens parler, ils aiment tellement leurs produits qu'ils vont parler d'eux, de leurs produits, ça va être moi, ma vie, mon œuvre, et au final, ça sert pas à grand chose dans le sens où les gens vont décrocher. Vont décrocher parce que ça les concerne pas. Moi, je dis souvent, les gens se fichent de ce que tu as à leur dire, les gens se fichent de toi, les gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Donc même quand tu parles de toi, il faut que tu parles d'eux. Je m'explique, le but d'une publication, il y a 4 buts d'une publication. Le premier, c'est d'éduquer, donc on en a parlé tout à l'heure, d'instruire. Le deuxième, c'est de divertir. Tu vois, quand les gens regardent, je sais pas moi, Koh-Lanta, le but, c'est divertir. Challenger, donc dire ah bah ouais, ça remet en question une pensée, ou créer de l'empathie. Donc ça peut être une histoire personnelle, par exemple. Moi, je parle beaucoup de ma maternité, parce que, enfin, d'être entrepreneuse et future maman, et ça crée de l'empathie. Donc ça, c'est les 4 objectifs quand on écrit une publication. Et rien qu'avoir ces 4 objectifs en tête, ça te permet, toi, d'écrire dans une certaine optique. Et il y a un test que j'aime bien, qui s'appelle le test du So What. So what, donc ça veut dire, c'est et alors. Le test du et alors, c'est ok, moi je tombe sur ça, et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et alors? Ouais. Donc il y a une personne qui va dire ouais, mon produit il est génial, je vends du CBD, c'est le CBD le plus pur de toute la terre. Ok. Et alors, en fait, So moi, what? qu'est-ce que ça me change? So what? Qu'est-ce que j'en ai à faire que ton CBD il soit dingue? Rien, en fait. Moi, j'en ai rien à faire, concrètement. Par contre, si tu me racontes l'histoire, si tu me dis qu'en fait, tu avais des problèmes de sommeil et que, en fait, tu as résolu ces problèmes de sommeil parce qu'en fait, et que ces problèmes de sommeil te gâchaient la vie parce que ça te rendait irritable, parce que, en fait, tu étais moins performant au travail, que finalement, tu as failli, je sais pas, te casser la gueule dans la rue parce que en fait, tu étais endormi. Bon, et que en fait, un jour, tu as réussi à résoudre ces problèmes de sommeil et que tu as réussi à le faire grâce au CBD avec tel dosage, de telle manière, etc. Là, ça m'intéresse quand même vachement plus parce que moi, Nina, j'ai des galères à dormir aussi et du coup, je me reconnais vachement dans ce que tu dis et je me dis, voilà, ok, son produit m'intéresse. Donc, vraiment avoir en tête cette idée de et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Pareil, je vois beaucoup de gens qui publient ouais, j'ai été à tel événement et en fait, on était toute l'équipe et c'était trop bien. Ouais, ok, c'est cool pour ton équipe en interne, quoi. Mais moi, Nina, qu'est-ce que j'en ai à faire à part dire ouais, bravo, c'est cool. Ok, une petite tape dans le dos, mais sans plus, en fait. Donc voilà, c'est cette idée de se dire so what. C'est un des premiers tests faciles à actionner. Et le deuxième, c'est dans la même idée, c'est prove it, c'est-à-dire prouve-le. Mon produit est génial, ok, prouve-le. Qu'est-ce que tu as apporté? Donc c'est argumenter, encore une fois, autour de ton idée. Donc ça, c'était pour l'avant-dernière Donc deux choses. La première chose, c'est tu parles à des gens et tu parles pas à toi-même, et les gens s'en fichent de toi. Ils sont davantage préoccupés par eux-mêmes que par toi. Donc parle-leur à eux avec le test du So What. Et dernière astuce qui n'est pas des moindres, c'est la place du fait de raconter une histoire, en fait. C'est le fait de raconter des histoires. Pourquoi c'est important de raconter une histoire? Tu vois, comme je viens de le faire avec l'histoire du CBD. Ouais. Pourquoi c'est important? Pour 2 raisons. Parce que les gens oublieront ce que tu leur as dit, mais ils retiendront comment tu les as fait se sentir. Donc l'histoire permet de faire passer des émotions, et les émotions, c'est ça qui retiennent. Tu te souviens très bien si tu as passé un bon moment ou un mauvais moment. Par contre, tu te souviens très peu de ce qu'une personne t'a dit. Ouais.
Non, non, mais ça marche à tous les coups, cette histoire d'émotion. C'est que ce qu'on va chercher à faire, c'est générer des émotions parce que c'est l'émotion qui génère l'action et la prise de décision. Or, là, de quoi parle-t-on encore une fois? Tu le disais, on n'est pas que dans l'art et pourtant l'art aussi cherche l'émotion, donc ça marche à tous les coups. Mais en tout cas, si on essaye de vendre, et vendre au sens large, c'est l'émotion qui va faire vendre. On croit souvent, à tort, que c'est le rationnel qui va nous permettre de passer à l'action. Moi, ce que je dis toujours, c'est que le rationnel a une vraie valeur, hein, c'est pas du tout à mettre à la poubelle, mais c'est une valeur de soutien, c'est une espèce de socle qui vient soutenir l'émotion. On va passer par l'émotion d'abord, celle qui va nous donner envie de passer à l'action, et après on va se rattacher au rationnel en se disant attends, est-ce que je fais pas une bêtise? Parce que notre cerveau, ce qu'il veut, c'est qu'on aille dans le bon chemin, hein, qu'on sorte de la grotte sans se faire tuer. Donc, il va revenir sur le rationnel. Mais c'est l'émotion, quoi qu'il arrive, qui va être super intéressante pour pouvoir aller plus loin. Donc oui, raconter une histoire, c'est le cœur des choses et pour agir et pour retenir, comme tu disais. On décide avec les émotions et on justifie avec la raison. Donc c'est vraiment ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Et juste petite parenthèse à ce sujet-là, pour soutenir le fait que on décide en fait avec nos émotions plus qu'avec notre raison. C'est ce qu'on appelle l'erreur fondamentale de Descartes. Donc c'est un mec qui s'appelle Nicolas Cage, donc c'était je sais pas, dans 1850, quelque chose comme ça. Il s'est pris une barre de fer dans le cerveau qui a altéré en fait toutes ses émotions. Et pourtant, il est resté en vie. Par contre, il a eu son principal handicap, en plus du fait qu'il ne ressentait pas les émotions, c'est qu'il était incapable de décider. Or, on aurait pu penser que il déciderait de manière très rationnelle, alors qu'il s'est passé tout l'inverse, il n'arrivait plus à prendre de décision. Et ça a été un dégringolade sociale pour lui. Et donc finalement, il a fini à la rue, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est une expérience qui montre à quel point les émotions ont un impact dans la prise de décision. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle l'erreur fondamentale de Descartes. Ça a été théorisé dans un livre et la personne en question, elle s'appelle Phineas Cage. C-A-G-E. Phineas Cage, Voilà. super. Ouais, pas Nicolas Cage. J'ai dit Nicolas, rien à voir. Lui, c'est un acteur. C'est Phineas, pardon. Ouais, rien à voir. Super intéressant, j'irai regarder ça, je connaissais pas. Donc, on termine avec cette importance de raconter une histoire. Les histoires, ça permet deux choses. Ça permet de créer une émotion, donc d'aider les gens à décider. Et la deuxième, ça permet de retenir. On retient plus facilement une histoire. Et là, je pense notamment à Justine Hutto, qui est la fondatrice d'une marque de déodorant qui s'appelle Respire. Et elle a basé tout son marketing, le marketing de sa boîte, autour du fait qu'elle a eu un cancer du sein et qu'elle a développé des déodorants éco-responsables, responsables aussi pour la santé humaine. Et en fait, elle a créé son histoire autour de ça. En plus, elle est super sportive. Donc, forcément, les déodorants, c'est important pour elle. Et elle a raconté toute cette histoire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on pense à Respire, on pense à cette histoire beaucoup plus qu'à juste un déodorant éco-responsable parmi tous les autres, quoi. Ouais, Donc, ça vient créer tout un univers autour du seul produit, somme toute assez lambda. Un déodorant, c'est quand même pas le truc le plus sexy au monde dont on puisse parler. Et en fait, de créer tout cet univers, toute cette histoire autour, ça donne de la densité au produit. Surtout dans la cosmétique, il y a quand même plein de choses qui existent et enfin voilà, c'est une manière aussi de vendre. Et petite astuce, donc puisqu'on est dans les astuces actionnables, activables, pour raconter une histoire, il faut quoi? Il faut plusieurs choses. Il faut un héros. Donc potentiellement le héros, c'est votre prospect, votre client idéal. Il faut une quête. Et pas votre produit. Et pas votre produit, ni vous. Enfin, ça peut être vous un peu, mais pas le produit, surtout pas. Le héros, des alliés. Alors, une quête, donc quelque chose de l'adversité, quelque chose contre lequel on combat tous ensemble. Donc, pour Justine Hutto, par exemple, c'est tout ce qui est pesticides, mauvais pour la santé, mauvais pour la santé, les industries qui rendent les choses plus opaques, le fait de toujours vouloir faire plus de marge. Enfin voilà, on peut aller très loin aussi sur l'industrie cosmétique et les problèmes autour de cette industrie-là. Et donc ça, c'est la quête, le héros et les alliés. Donc il vous faut des alliés. Les alliés, c'est qui? C'est la communauté, c'est les gens, c'est les relations que vous avez créées entre eux, etc. C'est un peu comme une histoire d'Harry Potter. Harry Potter, c'est le héros, ses alliés, c'est Ron et Hermione, et ils combattent Voldemort.
Voilà. Ce qui est intéressant aussi dans une histoire, c'est qu'il y a de l'adversité, il y a des péripéties. Donc, c'est à charge à vous aussi de raconter vos péripéties. L'objectif, c'est pas de dire on a vaincu le grand méchant, c'est de dire ok, on est encore en train de le vaincre. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qu'on vit au quotidien. Et ça contribue énormément à créer cette histoire. Je vais donner juste un petit framework, une petite structure d'histoire. La structure d'histoire, c'est il était une fois. Donc, évidemment, comme toutes les histoires commencent par il était une fois. Tous les jours. Donc tous les jours, il se passait ça. Donc, il était une fois, Nina, tous les jours, elle allait à l'école, mais elle était dyslexique, donc elle avait moins 20 en dictée. Elle a dû vivre avec ça pendant toute sa vie, mais un jour, elle a eu son premier job, et là, alors qu'elle avait fait des études scientifiques, elle a dû réécrire. Et donc, elle a été reconfrontée à ce problème de faute d'orthographe, et elle a commencé à découvrir l'écriture de vente. Donc, tous les jours, mais un jour, elle a découvert l'écriture de vente, et à cause de ça, et à cause de ça, et à cause de ça. Et à cause de ça, elle s'est rendue compte qu'en fait, il y avait d'autres manières de faire, que l'écriture de vente, c'était un moyen de prendre la parole aussi. L'écriture business, c'est un moyen de raconter son histoire. L'écriture business, c'est un moyen de prendre le pouvoir parce que ça génère de l'argent. Et à cause de ça, et à cause de ça, et à cause de ça. Et depuis, elle aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Je dis n'importe quoi, hein. J'invente le truc. Encore une fois, voilà. Là, c'est une structure d'histoire qui est facilement réutilisable. C'est il était une fois. Donc, point de départ, tous les jours, ok, situation initiale, mais un jour, élément perturbateur, et à cause de ça, et à cause de ça, et à cause de ça, donc péripétie, et situation finale. Parfait. Moi, j'en avais une presque pareille, je peux te la donner? Mais pas exactement pareil, mais alors c'est pas Harry Potter, moi, c'est Walt Disney. Tu vois, on est un peu dans le même thème. Si tu regardes, tous les Walt Disney sont construits comme ça. C'est de dire, on a une situation de départ, tout allait très bien. Et puis un jour, il se passe un truc horrible. Mais ça va mieux. Oui, mais il y a un autre truc horrible qui arrive. Et enfin, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu le truc du ça va bien et c'est atroce. Tu crois que tout va bien, ça s'est résolu. Et non, on vient te rechercher, il y a un deuxième truc atroce qui arrive. Et c'est le même principe que les histoires de la quête et des obstacles. C'est que il n'y a pas forcément qu'un seul obstacle aussi, on peut en mettre plusieurs et ça vient encore renforcer l'effet de surprise parce qu'on s'attend à ce que une fois qu'on a passé le premier obstacle, tout aille bien. Eh ben non, il y a la méchante sorcière qui revient. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En gros, on peut apprendre à écrire en regardant des dessins animés. Tout à fait, c'est ça. Non, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, Pixar ont beaucoup théorisé ce qu'on appelle le storytelling, et je crois qu'ils ont même écrit un bouquin là-dessus. Donc, s'inspirer des gens qui racontent des histoires, c'est quand même hyper intéressant pour nous en termes de vente et de marketing, parce que c'est ça finalement que les gens retiennent. Yes. Top. Écoute, on arrive à la fin, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y avait un autre élément que j'ai zappé ou pas? On arrive On était bien totalement là, hein? Ouais, oui. On a fait nos 10. Écoute, merci 1000 fois. Je vais essayer de les résumer. Si tu me laisses les résumer en 1 minute. Ce que tu nous dis, c'est que c'est bien beau d'écrire. Faut déjà, tu nous disais en intro, je le redis, faut déjà savoir à qui on écrit, pourquoi on lui écrit des choses et ce qu'elle attend cette personne-là, parce que c'est bien à elle, cette personne, qu'on écrit et qu'on veut faire passer un message. Donc, on commence par bien connaître son persona. Ça, c'est le point de départ de base. Mais une fois qu'on a ça, comment est-ce qu'on fait pour être super impactante dans nos textes, quels qu'ils soient? Premier gros point dont tu parlais, c'est d'aller vers la simplicité, la clarté, clarifier notre message. Et pour ça, première astuce, c'est de lire notre texte à haute voix. Si on sonne comme un robot, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un truc qui fonctionne pas. Deuxième astuce, c'est que ton message doit être compris par un enfant de CP. Faut aller vraiment vers la simplicité. Tu donnais l'exemple de Trump avec Build a Wall. Bon, après, voilà, c'est triste ou pas, on ne sait pas, mais toujours est-il que c'est quand même lui qui a gagné parce que les gens ont compris quel était le projet derrière. Donc, simplicité, comme un enfant de CP. Troisième astuce, c'est de rester simple. Et simple dans notre façon d'écrire, c'est un petit peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a appris à l'école. Il n'empêche que sujet, verbe, complément, et on s'arrête là. C'est très bien. Et si on a plein de choses à dire, on peut faire plein de phrases différentes, mais sectionner en petits morceaux comme ça va aider le cerveau à intégrer l'information et à mieux la retenir et à mieux la communiquer derrière. Tu nous disais aussi, et ça marche très très bien, notamment pour les publications sur les réseaux sociaux, et puis aussi d'ailleurs pour réfléchir à comment avoir toujours des idées de publication de réseaux sociaux, c'est une publication égale
une idée. Ça marche aussi sur un paragraphe égale une idée. C'est en tout cas ne pas se disperser parce que, encore une fois, le cerveau n'arrivera pas à suivre tout simplement. Donc, on peut aller sur, là, on a 10 astuces, et je vais pouvoir faire 10 posts LinkedIn derrière si ça m'amuse sans aucun problème. 5e, je crois, je suis perdue dans mes comptages. 5e astuce, c'est d'enlever 10% à chaque relecture. J'ai beaucoup aimé ton image de la sculpture, de se dire, tu commences avec de la terre, t'en fous plein, et puis après, pour aller sculpter ton penseur, tu vas aller enlever des éléments de terre. Tu fais pareil avec la lecture, tu commences par balancer tout ce que tu as à balancer sur papier ou sur ton écran, et puis tu viendras un petit peu enlever tout ça après. Et puis, dernier, donc ça doit être le 6e point sur la simplicité et la clarification, c'est d'aller résumer ta pensée en une phrase, un mot, peu importe, et de le mettre au début ou peut-être aussi d'ailleurs à la fin. Mais en tout cas, ça va venir casser un petit peu les choses, d'aller chercher de l'essentialisation. Ça vient heurter un petit peu le cerveau. Donc, 1, il s'arrête, 2, il s'en souvient. Ça, c'était pour les points de simplification et de clarté, qui est quand même un très, très gros point dans le fait d'être impactant sur nos textes. Tu avais un 2e élément super intéressant, c'était l'inspiration. Comment est-ce qu'on fait finalement pour trouver des idées pour pouvoir écrire, hein, puisque on a tous ce même problème, entre guillemets. En tout cas, on se le dit tous qu'on va avoir du mal à trouver l'inspiration. Et première chose que tu nous dis, c'est écris même si tu trouves que c'est nul, parce que l'inspiration, elle vient en écrivant, pas en attendant. Donc c'est vraiment l'action qui va te donner tout ça. Et puis tu disais aussi, si tu sais pas de quoi tu peux écrire, de quoi tu peux parler, pardon, tu peux parler tout simplement de ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, c'est ce que des gens t'ont appris. Par exemple, tu disais à la fin de ce podcast, peut-être qu'on va pouvoir écrire des choses sur comment écrire de façon impactante. Et puis, c'est aussi ce que la vie t'aura appris, pourquoi pas, parce que c'est tout aussi valable. Mais en tout cas, écris sur ce que tu as appris. Si tu t'es posé la question, il y a probablement d'autres gens, à un moment donné, qui se sont posés cette même question. Donc, autant en profiter. On arrive au dernier grand pan de ce que tu voulais nous dire aujourd'hui, Nina. C'était que c'est la partie vente, hein, il faut bien penser qu'on est en train de parler à des gens et pas à soi-même. Et donc là, il faut faire attention à comment est-ce qu'on dit les choses pour que les personnes s'intéressent tout simplement à ce qu'on raconte. Tu donnais 2 tests que je trouve super simples, super pratiques à faire, c'est le so what et le prove it. Donc à chaque fois qu'on écrit quelque chose, on peut se poser la question et si la personne écoute ce qu'on a à dire ou lit ce qu'on a à dire, et si elle répond OK, so what, et quoi, et alors, c'est quoi le derrière, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Et puis le 2e pan, c'était prove it. Prouve-le. Tu me dis que ton produit, c'est le meilleur produit du monde, génial, mais prouve-le, quoi. Donne-moi des faits, donne-moi des raisons d'y croire finalement. Et puis ta dernière astuce, qui est pour moi, c'est même pas une astuce, hein, c'est le fondement de tout, et c'est peut-être le truc le plus rigolo d'ailleurs, je trouve, dans le fait d'écrire, c'est le côté storytelling, c'est raconter des histoires, parce qu'en fait, les gens aiment les histoires, on a tous été élevés en écoutant des histoires et on adore ça, je pense que ça fait appel aussi à quelque chose de l'enfance qui nous plaît, un truc un peu cocooning, et puis surtout, ça fait appel à l'émotion, et comme tu le disais, c'est l'émotion qui fait passer à l'action et c'est l'émotion qu'on retient. Donc, n'hésitez pas à aller raconter des histoires. Ah, je respire, c'était mon résumé de tes 10 astuces en 10 secondes. Merci Nina. Un peu plus de 10 secondes en fait, c'est 10 Ouais, c'est 10 10 minutes par presque. c'est ça. Merci Nina infiniment. C'est à chaque fois que tu viens, moi c'est un énorme plaisir. D'une part parce que c'est super simple de parler avec toi, et d'autre part parce que à chaque fois c'est du ultra concret. Tu le sais, hein, moi sur le podcast du marketing, ce que je veux, c'est qu'à la fin de l'épisode, on puisse se dire ok, qu'est-ce que je vais mettre en action, qu'est-ce que je vais mettre concrètement en place là dans mon business. Là, on a 10 trucs à faire concrètement dès aujourd'hui, dès cet après-midi, dès demain, quand on veut, dès qu'on va écrire quelque chose. Donc, écoute, franchement, merci à toi pour être toujours aussi et sympa, parce que c'est important, et super concrète, et nous donner plein de tips super actionnables. Merci beaucoup, Nina. Un grand merci à toi, Estelle, de m'avoir encore reçue. Tu vois, moi aussi, j'ai passé un super moment et je passe des super moments avec toi. La preuve, je suis revenue. Oui, c'est pas faux. Donc, merci encore. C'est un podcast hyper quali et c'est pour ça que je suis hyper heureuse de pouvoir apporter un petit peu ma pierre à ce que au super travail que tu fais. Donc, merci à toi. Génial. Merci beaucoup, Nina. Tu reviens quand tu veux. Merci encore Nina pour tous ces super conseils. Je suis particulièrement fan du fait d'écrire
même si on trouve ça nul. La créativité, ça vient en faisant, c'est peut-être nul au début, mais le cerveau est une machine extraordinaire qui travaille par itération. C'est souvent en revenant sur un de mes textes que je trouve nul, que je trouve l'angle qui me convient. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, envoyez le lien à un ami à qui ça pourrait être utile et prenez une minute pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très vite.